Salut les devins, c'est Saikyo, il est temps, il est l'heure pour moi, encore une fois avec un plaisir tout à fait renouvelé, de vous proposer ma double review du futur, épisode 147 et 148 de Dragon Ball Super. Je remercie énormément toutes les personnes qui m'ont aidé pour les dessins sur Amino. N'hésitez pas, si vous voulez participer aux prochaines reviews du futur la semaine prochaine, c'est tout simplement sur ma page Amino. Tout est en description, je ferai un post épinglé pour les nouveaux arrivants, pour vous aiguiller un petit peu. Il y aura les membres du staff là-bas qui pourront vous aiguiller, et d'ailleurs un gros coucou à eux et un gros merci aussi à eux. Et les devins, cette semaine pour l'épisode, eh bien, on va entendre beaucoup moins parler de tout ce qui est le combat, là où il y a Jiren, là où il y a Toppo, c'est 17, il y a du monde là-bas, n'empêche. Il y a Kale, enfin bon, vous savez qui il y a LS, il y a Sidra, il y a Mosco, mais lui il est complètement KO. On va en parler un petit peu, mais beaucoup moins. Cette semaine, on va vraiment se focaliser sur Vegeta, et d'ailleurs le titre de ce double épisode s'appelle « Je ne laisserai personne battre Kakaroto à ma place ». Je pense que quand vous voyez ça, et vous voyez la miniature, d'ailleurs, dites-moi votre avis en zone commentaire pour la miniature de cette vidéo-là, qui est très personnalisé pour cette revue du futur. Merci à Mehdi pour son dessin, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne chose de continuer ou pas sur cette voie-là des miniatures personnalisées? Bon, en tout cas, quand vous voyez un Vegeta comme ça, vous comprenez à peu près vers quoi on se dirige. Donc ça, le Vegeta, ça sera quelque chose qui sera au centre de l'épisode, du double épisode. Gohan avec les Hakaishin, donc attendez-vous à de grosses révélations scénaristiques les devins dans cet épisode-là. Et on va parler pas mal aussi de Piccolo. Le combat de LS, machin, on va l'effleurer rapidement, mais ça va pas durer très longtemps. Donc les devins, je ne vous fais plus attendre, maintenant que j'ai fait un petit peu le sommaire de l'épisode, eh bien je vous avais laissé la semaine dernière avec Goku qui était au sol, après avoir utilisé le SAJ Blue Kaioken x30, l'instant de 5 secondes, vous vous rappelez, pour envoyer les boules de Hakai. On a Freezer qui est au sol aussi, il a fait de son mieux, mais là c'est compliqué. On a Kitera qui est au sol aussi, et il restait Jin face à Vegeta. Vegeta était en train de se relever au moment où Jin allait les terminer. Vous vous rappelez que Vegeta a dit à Jin, tu comptes le tuer lui, mon collègue Saiyan. Mais en face de toi, tu n'as pas un vulgaire Saiyan, tu as le prince des Saiyans, et donc on en est à la suite de ça. Et du coup, Jin est vraiment, alors pas apeuré du tout, tu vois, il est quand même confiant, mais il est très étonné de voir un mortel lui résister à ce point, même si les Saiyans sont la race combative de l'univers 7 et tout ça, peut-être même la plus combative de tout le multivers, allez savoir, c'est quand même anormal de voir Vegeta pouvoir tenir face à tout ce qui vient de se produire. Mais bon, Vegeta, comme je vous l'avais dit, venait d'avoir un surplus de puissance grâce aux Zenkai Boost, etc. Il venait de faire évoluer en quelque sorte son Blue Shinka, tu vois, et d'ailleurs ça correspond bien avec l'évolution en parallèle de Goku vers du SSJ Blue Kaioken x30, tu vois. Au final, ils évoluent encore une fois en même temps, hein, si vous remarquez bien, Goku et Vegeta. Sauf que Vegeta, lui, il sait manipuler son Ki divin pour mieux résister à des assauts de type Ki divin destructeur, de Hakaishin, tu vois, et c'est grâce à ça qu'il s'en sort un petit peu mieux. Et d'ailleurs, Goku l'avait bien compris au moment de son simili-sacrifice la semaine dernière. Et donc, Vegeta continue d'observer Jin, il prend l'air de plus en plus fier, il est blessé, Vegeta, voilà. Vous l'avez vu la semaine dernière, avec le bras un petit peu ensanglanté, voire même beaucoup. Vegeta n'est pas bien, mais bon, dans un élan de fierté pure, vous connaissez Vegeta, il commence à ruminer un petit peu, etc. Il commence à rabâcher un petit peu les mêmes phrases. On sent que dans sa tête, ça tourne en rond. Il se demande pourquoi ces gars-là, au final, les Hakaishin, peuvent oser et se permettre de tuer le dieu de la destruction de leur univers, menacer d'autres, venir tuer des mortels comme ça impunément, c'est-à-dire Goku et Jiren, sachant que Vegeta et les autres sont sur la liste des suivants, hein, tu vois, en termes de puissance. Vegeta se pose beaucoup de questions tout en étant de plus en plus énervé en voyant Goku au sol. Vegeta commence à dire que non, il ne peut pas mourir sans avoir eu et obtenu sa revanche sans avoir battu Goku. Il commence à se dire même que c'est une honte et que c'est un affront pour lui que de voir Jin tout souriant qui, bon, à l'aide de Kitara, mais au final qui a réussi à mettre Goku KO alors que Vegeta lui-même n'y arrive pas. Bon, bien sûr, les combats Goku-Vegeta, maintenant c'est du match un petit peu amical, mais si Vegeta pouvait mettre KO façon amicale Goku, ça serait une satisfaction pour lui. Et dépasser Goku, ça a quand même toujours été le curseur, enfin depuis longtemps, pour Vegeta. Et tout ça, il le vit comme un affront personnel, comme une honte, comme si sa fierté Saiyan était rabaissée au plus bas, comme si Jin était en train de poser son pied sur la tête de Vegeta et de forcer pour que la tête de Vegeta touche le sol. Et ça, il ne le supporte pas, on voit son corps est tout tremblotant, on voit de plus en plus autour de lui l'aura du SSJ Blue Shinka qui s'active, jusqu'à ce que Vegeta Blue devient totalement enragé. Alors on n'est pas sur du berserker, mais Vegeta est tellement énervé et l'aura autour de lui, vous savez, on appelle souvent Vegeta diamant, parce que ça brille et tout ça autour de Vegeta. Elle brille de mille feux, qu'on n'arrive même plus à voir si Vegeta a des pupilles. Et puis dans un éclat de rage énorme et sa puissance qui déferle, etc., c'est vraiment le barreau d'honneur de Vegeta, tu vois, c'est là où jamais. Il crie qu'il ne laissera personne battre Kakaroto à sa place, parce que là Kakaroto est au sol, vient de se faire battre et ce n'est pas Vegeta qui l'a battu. Et que ceci pour lui est quelque chose d'insupportable, surtout que bon, voilà, Vegeta devient l'éternel deuxième, et s'il commence à devenir l'éternel troisième, bon voilà, ça va plus. Et bon, on sent que Jin là commence un petit peu, pas à avoir peur, mais bon là il perd son sourire narquois, tu vois, on sent qu'il prend le combat au sérieux. Il sent que Vegeta, voilà, son énergie se manifeste. Je vous avais dit qu'on est dans une citadelle dans laquelle les murs ne sont pas censés être destructibles, sauf
face vraiment à des attaques énormissimes, etc. Et là, juste par l'émanation du ki de Vegeta, il y a les murs, le plafond qui se décrochent, des petits morceaux, etc. Le sol se fissure autour de lui avec une facilité déconcertante, alors que normalement c'est pas censé bouger aussi facilement que ça. Donc Jin comprend grâce à ces signaux-là que Vegeta est dans une puissance phénoménale. Mais bon, est-ce que ceci peut durer ou pas? Parce que rappelons-nous que bon, la rage ça ne dure qu'un temps, on connaît bien comment ça marche dans Dragon Ball, ça dure pas 3 heures. Et surtout, Vegeta est quand même dans un état semi-critique, physiquement, et ça, voilà, ça l'a pas soigné de se transformer. Et du coup, les devins, le combat reprend, à une vitesse folle, et sur cette reprise, Jin se laisse surprendre en fait au final, parce que Vegeta va beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que ce à quoi Jin aurait pu s'attendre. Jin arrive quand même à bloquer le coup, un coup de pied énorme de la part de Vegeta, mais ce coup de pied là fait trembler le bras en fait de Jin un petit peu comme un Goku face à Oob, vous voyez à la fin de Dragon Ball Z dans l'anime, ben ça fait un petit peu pareil. Sauf que là, Vegeta va à une vitesse telle que on a limite l'impression qu'il se téléporte, tu vois, tellement ça va vite. Jin suit la cadence, tant bien que mal, parce que c'est pas quand même le dernier des derniers, mais il y a un effet psychologique. On pense toujours à la puissance, vous savez, quand on parle de combat, mais il n'y a pas que ça les devins. Il y a la puissance, certes, mais il y a aussi la vitesse, il y a la résistance, il y a la psychologie, la stratégie, et il y a aussi l'ascendant psychologique et moral que l'un peut avoir sur l'autre. Vous avez vu, quand vous regardez des reportages animaliers, il y en a toujours un qui fait le fort devant l'autre pour essayer d'impressionner l'autre, et des fois il n'y a même pas de combat, parce que l'autre s'est laissé impressionner, et au final, un des deux a gagné sa place de mâle dominant, tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est un petit peu pareil. Jin est un petit peu dans une phase basse en termes de morale à ce moment-là. Mais bon, petit à petit, Jin quand même se reprend, obligé. Jin a le niveau pour faire face à un Vegeta Blue Shinka, même ultra énervé, il a le niveau. Jin est quand même pas mal amoché, donc voilà, si Jin était en forme de base, il l'aurait claqué à Vegeta, mais là c'est compliqué. Après s'être bouffé d'un retour de Hakai, etc., c'est vachement compliqué. Et justement, en parlant de Hakai, et bien justement, Jin s'en remet au Hakai. Il commence à préparer une énorme boule de Hakai, Vegeta crie que ça ne marchera plus, il tend ses bras des deux côtés et il fait un Final Flash. Là, c'est pas le Final Flash qui dure 100 ans à préparer comme contre Cell ou quoi, c'est vraiment un Final Flash instantané, on va dire, mais la puissance est quand même assez énorme qui est rassemblée dedans. Et donc on a ces deux boules d'énergie qui entrent en collision, et sous un grand flash lumineux, nous changeons rapidement un petit peu de front et de combat, pour nous laisser entrevoir un petit peu tout ce qui se passe du côté de Toppo, Sidra et compagnie. Comme je vous l'ai dit, ça sera pas très long dans cet épisode-là, et justement ça va être réglé avec ce que je vais vous dire ici. Au final, ça stagne de ce côté-là. On a Jiren qui commence à perdre le haut de ses vêtements face à Arak, on a Arak qui montre quelques petits signes d'essoufflement, donc les deux commencent à y aller avec tout ce qui leur reste, avec tout ce qu'ils ont. Là, ils commencent à amorcer le début du full power. Parce que vous savez, dans Dragon Ball Super, même quand ils disent qu'ils sont full power, 1 ou 2 épisodes plus tard, ils repassent encore plus full power qu'ils ne l'étaient déjà. Donc là, on est dans le premier grade du full power, tu vois, je dis un petit peu en rigolant, mais c'est la réalité. Donc à ce niveau-là, ça stagne. Par contre, on arrive à voir quelques petites stratégies émerger des autres côtés, comme par exemple Toppo, qui grâce à l'aide des jeunes Saiyans, arrive à attraper tout simplement Sidra, vous savez, avec ses grands bras là, Toppo, comme il avait fait avec Goku dans le tournoi préliminaire du tournoi du pouvoir. Il attrape Sidra et le colle contre lui, Sidra ne peut pas faire de Hakai. En fait, si, il a les bras qui sont à bout portant contre Toppo, mais Toppo lui dit « Je t'ai immobilisé d'une façon que si tu lances un Hakai, tu vas être touché toi-même par ta propre attaque. Donc tu n'as pas intérêt vraiment à faire cela. » Et du coup Sidra ne sait pas quoi faire, surtout que Sidra, vous le savez, c'est le gars le plus indécis de tous les Hakaishin. Il force, et Toppo est quand même inférieur à Sidra en termes de force. En tout cas, le Toppo sous cette forme-là, reste à voir ce que ça donnerait un Toppo Hakaishin face à Sidra, mais pour le moment Toppo n'est pas au niveau face à Sidra. Il le maintient du mieux qu'il peut, et Toppo crée à ses camarades justement de balancer une attaque combinée sur lui en visant Sidra, et les autres Saiyans lui disent « Mais attends, on va te tirer dessus et tu vas être pris dans la vague de ki avec lui ». Et Toppo, en gros, leur fait comprendre, allez-y, faites-le, je vous dis de le faire, faites-le. Et en gros, si vous voulez, les devins, la stratégie, c'est que Toppo n'a aucun intérêt à se faire toucher à bout portant par le Hakai de Sidra, sinon c'est la destruction assurée. Mais par contre, se faire toucher par des attaques des autres Saiyans de l'univers 6, ça, il peut y résister, tu vois. Même Sidra va y résister à ça, mais ça permettra d'affaiblir lui, mais en même temps d'affaiblir Sidra. Donc l'objectif de Toppo, c'est qu'il se sait quand même inférieur à Sidra pour le moment en termes de puissance, donc il va encaisser le plus possible, tout en permettant à Sidra d'encaisser aussi, et dès que Sidra sera suffisamment affaibli, eh bien peut-être que Toppo lui aussi sera trop KO, mais il restera les jeunes Saiyans avec pas mal d'énergie dans leurs bras et dans les jambes pour en finir avec Sidra. Donc la stratégie n'est pas si mal, ils n'ont pas vraiment d'autres moyens si vous regardez bien, et du coup ils finissent par réagir et nous avons droit alors à une attaque combinée. 3 grosses attaques de ki, de Kale, de Caulifla et de Kiabe qui se dirigent directement sur Sidra et Toppo, et ils se les prennent en pleine face. Le haut des vêtements de Toppo commence à s'enlever, pas tout, il y a des petits débris tu vois qui s'enlèvent, mais il a encore sa tenue de Pride Trooper,
Et Sidra, il commence aussi à le sentir passer, tu vois, parce que là, commence à y avoir un petit peu d'affaiblissement. Il a utilisé beaucoup de son énergie, de son ki avec les Hakai qu'il a balancé à répétition, rappelez-vous, contre Kiabe, etc. Il a pas arrêté d'en utiliser. Le combat contre Toppo qui est vachement corps à corps, vachement la force, enfin bon. Tous ces affaiblissements, plus des attaques combinées Kiabe quel Caulifla, qui sont de relativement haut niveau, et si vous les combinez ensemble, ça devient de bon niveau, ça commence à faire du mal. Surtout que là, ils sont pas dans une position dans laquelle ils pouvaient se mettre en garde, surtout Sidra, tu vois, il était tenu par Toppo, il pouvait pas, croiser les bras pour se protéger ou quoi. Et du coup, de l'autre côté, pendant qu'il se passe ça, on a aussi de bons espoirs pour que Hit et C17 en viennent à bout, en fait, de LS. LS constate que ça stagne du côté de Harak, LS constate que ça va pas trop bien du côté de Sidra, et puis de son côté à elle aussi, je vous avais dit, Hit, il est d'un niveau pas trop loin de LS, LS le surpasse, en tout point, elle le surpasse, mais il n'est pas non plus en reste, et derrière tu rajoutes C17 qui a fait ses preuves durant le tournoi du pouvoir, qui a été vachement rehaussé en termes de puissance, de rapidité, tout ça, aussi bien dans le manga que dans l'anime Dragon Ball Super, vous l'avez vu, et à deux ça va très vite, et LS a du mal à suivre la cadence. Elle a qu'un arc, elle a 2 bras, elle a pas 4 bras et 2 arcs pour tirer des flèches dans tous les sens. Parce que ce qui se passe là, c'est que Hit réalise des Toki Tobashi, n'a plus besoin de se vider d'énergie pour le Toki Zorashi, la cage du temps, sauf qu'il bloque le temps pour LS et il ne le bloque pas pour C17. Donc C17 est un personnage vachement rapide, vous l'avez vu, agile, etc. Et quand tu combines le tout, même si LS a un niveau de puissance supérieur à celui de Hit et qu'elle arrive plus ou moins rapidement à briser les effets temporels des attaques de Hit, elle n'est pas assez rapide, elle n'est pas assez efficace et au final C17 finit toujours par toucher. Donc à ce niveau-là aussi on avance à plutôt bon rythme. Ensuite les devins dans cette histoire-là, j'aimerais vous parler du cas de Gohan, parce que vous allez voir que le cas de Gohan est un lien avec pas mal de choses. Vous vous rappelez bien les devins que la semaine dernière, tout simplement, Gohan était arrivé dans une pièce assez fantasy, tu vois, avec pas mal de livres sur on est dans le lieu, un petit peu le repère des Akaishin là, et Ivan a mis sous les yeux de Gohan le livre ultime concernant les Akaishin, les origines des dieux de la destruction et tout ça, un livre qui nous parle même du tout premier des dieux de la destruction, ça va quand même loin. D'ailleurs, quand Gohan commence à feuilleter le livre, au niveau du sommaire, il se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui auraient pu être intéressantes s'il avait eu le temps de les lire, tu vois, sur l'origine des dieux de la destruction, sur les anciens, les précédents, les machins. Mais bon, pas le temps de faire ça, Ivan lui dit directement à quelle page aller, et d'ailleurs c'est assez drôle et assez joli visuellement, essayez d'imaginer, parce que vous vous rappelez que ce livre-là était protégé par une boule d'énergie de la destruction, Ivan avait pu passer ses mains au travers parce que voilà, c'est un dieu de la destruction, mais du coup, Ivan explique que pour manipuler ce livre-là, avant que Gohan n'en arrive même au sommaire ou quoi, pour le manipuler, il faut un petit peu que le livre, c'est un petit peu comme un livre magique, on va dire ça comme ça, c'est un livre divin quoi, et pour que ce livre puisse être touché, etc., sans aucun danger, il faut avoir du ki de la destruction en soi ou quelque chose comme ça. Du coup, ce que fait Ivan, c'est qu'il prend Gohan par les 2 bras, enfin par les 2 mains, et il enveloppe ses 2 mains à Gohan de ki de la destruction, qui n'a aucun effet néfaste sur Gohan. Gohan, il a eu peur au moment où il a eu ça, il s'est dit putain c'est bon, il va m'accailler la gueule, sauf que non, il a dit ne t'inquiète pas, jeune mortel, ceci te permettra de manipuler notre livre pendant le temps où cette énergie enveloppera tes mains. Du coup, il feuillette les pages avec les mains un petit peu violacées autour. On voit l'émerveillement de Gohan, en plus Gohan le scientifique, le mec il a toujours la tête plongée dans les livres, donc là il a quand même un livre ultime sous les yeux. C'est pas de la science, là c'est de la divinité, mais bon. Et Ivan dit donc à Gohan de se rendre à telle page, de lire telle partie de la page, etc. Et Gohan commence à changer de tête complètement les devins. Il commence à comprendre un petit peu mieux certaines choses, qui vont nous être révélées dans quelques instants les devins, mais forcément, vous connaissez comment ça marche DBS, l'épisode est entrecoupé de différentes choses, pour nous faire patienter, etc. On revoit encore plus du combat entre Vegeta et entre Jin, on comprend que voilà, le choc de Final Flash contre Akai n'a pas amené à grand chose, on voit que leur état physique se détériore de plus en plus, vu que les attaques spéciales Final Flash contre Akai, c'est un petit peu de l'égalité, etc. Du coup, ils y vont beaucoup au corps à corps, c'est un combat très brut, Vegeta est toujours dans cet énervement-là, on sent une très légère domination de la part de Jin, mais franchement, le combat est absolument épique. Et Vegeta livre quelque chose de très très beau ici, sincèrement, je vous le dis les devins. Un combat au corps à corps vraiment dantesque qui fait résonner jusqu'aux autres salles, tu vois, mis à part celle dans laquelle se trouve Gohan, parce qu'à partir de là, rien ne passe ou quoi que ce soit. Mais imaginez vraiment la fureur et l'impact du combat, parce que les coups du combat entre Jiren et Harak fait vibrer autour de lui, fait vibrer les autres pièces, Toppo et C17 l'ont senti. Mais à l'heure actuelle du moment, celui de Vegeta Bushinka contre Jin fait encore plus résonner toute la citadelle que celui de Harak et Jiren. C'est pour vous montrer à quel point il y a de l'ampleur là-dedans. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important dans Dragon Ball, c'est quand tu te bats pour quelque chose ou pas. On a Harak qui se bat au final pourquoi ? Bon, pour suivre une cause à laquelle il appartient, etc. Mais c'était pas forcément son plan premier de l'année ou du jour, tu vois ce que je veux dire ? Et Jiren qui s'est laissé un petit peu embarquer dans cette histoire-là, parce qu'il y a un léger contentieux, parce qu'on a touché à son Akaishin, etc. Et parce que la justice est un petit peu remise en cause. C'est des causes nobles, mais pas énormes.
Tandis que de l'autre côté, on a Jin, pour qui le plan de tuer les mortels lui tient beaucoup plus à cœur que pour Hara, qu'on a bien vu en début d'arc, si vous avez suivi toutes mes reviews du futur. Et on a un Vegeta pour qui il y a la protection de sa terre, de son univers, de lui-même, de sa propre vie, de Goku, de sa fierté, de son honneur, enfin, il y a beaucoup plus de choses en jeu ici, et ça se ressent dans le combat. Le combat laisse transpirer les émotions de chacun des combattants, en particulier celle de Vegeta. Et juste avant de repasser sur Gohan, les devins, et pour avoir la révélation cruciale de l'épisode, nous voyons que pendant que Vegeta, Shinka et Jin se battent, eh bien au sol face contre terre, il y a Kitera qui commence un petit peu à remuer les doigts, tu vois, il est en train de reprendre connaissance. Donc, nous laissant sur le mini suspense de savoir que va-t-il faire en se relevant. Va-t-il foncer sur Vegeta? Va-t-il vouloir retrahir Jin comme il a fait à l'épisode précédent, enfin comme il a essayé? Va-t-il foncer sur Goku et sur Freezer, en particulier Goku, pour mettre à bien et à terme son plan? On se demande ce qui va se passer. En fait, les devins, pour vous la faire en clair, on a une espèce de double scène. On a d'abord Gohan qui commence à lire ce qui se passe dans le livre, il le lit à haute voix et on l'entend vraiment dans l'épisode, la partie cruciale, tu vois, de l'histoire et du secret des Akaishin, et en même temps, entre guillemets en parallèle, tu sais, le jeu des transitions dans un animé, parce qu'en fait, de l'autre côté, tu as Kitera qui se relève pour de bon, et ça met un espèce de terme au combat entre Vegeta Blue Shinka contre Jin. On voit que les pupilles de Vegeta reviennent, donc il reprend un petit peu la raison. C'était du Vegeta Blue Shinka, mais c'est juste que bon, l'énervement a fait que ses pupilles ont disparu, bref. Et du coup, il se relève Kitera, Vegeta se retrouve en position de faiblesse, mais on voit que Kitera n'est pas forcément relevé pour combattre. On voit que Kitera, il a les larmes aux yeux, on a un Kitera émotif, vachement différent du Kitera qu'on pouvait avoir assez fou, assez perturbé dans sa tête, assez sanguinaire, etc. On a quelque chose de vachement différent. Et là, on a Gohan qui prend la parole, au même moment où Kitera dit à Vegeta « Je vais t'expliquer la réalité sur nous, les dieux de la destruction ». Jin n'a pas l'air trop pour, il lui dit « Non, ne fais pas ça ». Et Kitera lui fait comprendre de lui foutre la paix, qu'il va le révéler. Et du coup, on a une scène assez stylisée dans laquelle les mêmes phrases et les mêmes mots sont dits par Gohan et Kitera. Par moment, on passe d'une scène à l'autre sans qu'il y ait de coupure sèche. Tu vois ce que je veux dire? On a un petit peu comme des transitions. Comme si Gohan dit 3 mots, Kitera en dit 3 autres. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça se passe comme ça. Et du coup, ce que l'on apprend tout simplement, c'est qu'il y a une condition sine qua non pour devenir Akaishin, donc dieu de la destruction. Bien sûr, il y a les conditions physiques, c'est-à-dire avoir un certain degré de puissance, de vitesse, etc. pour pouvoir être promu. Il y a aussi le côté moral, c'est-à-dire que si quelqu'un est trop gentil ou trop méchant, ce n'est pas bon, parce que ça voudra dire que ça sera un mauvais Akaishin. Soit il va en détruire trop de planètes, soit pas assez. Mais surtout, mis à part toutes ces notions d'équilibre et de capacité physique, etc., il y a un point clé pour devenir dieu de la destruction, c'est que pour valider sa prise de poste de dieu de la destruction, il faut soi-même détruire sa planète natale. Il faut soi-même détruire sa planète natale, bien sûr sans prévenir les gens de la planète, en le faisant fuir ou s'évader de la planète. Il faut en gros disparaître, aller dans l'espace, se mettre devant la planète natale, tendre la main, faire un Hakai et la péter de sa propre main devant ses propres yeux, accompagné de l'ange qui va valider cela. Et à partir de ce moment-là, nous aurons le Akaishin de l'univers. Et cela est une volonté visiblement de Zeno, une règle très dure, pour prouver que la personne sera prête à tout pour rétablir l'équilibre dans son propre univers. C'est un petit peu un gage de confiance, on va dire. Et en même temps que cela est raconté, les devins, que cette nouvelle tombe, une grosse nouvelle quand même, eh bien on a pas mal de questions qui sont soulevées, on nous montre des flashbacks au moment où Kitera le racontait, on voit Kitera justement dans l'espace devant une planète jaune, probablement qu'il y a beaucoup de fromage, enfin je sais pas quel délire, mais quoi. Vous avez compris que tout est très jaune en ce qui concerne Kitera, et c'est pareil pour sa race. Il est allé dans le ciel, il était en larmes, comme les mêmes larmes, la même expression de visage qu'il a contre Vegeta Blue Shinka, et il a prononcé les mots Hakai, et il a balancé ça contre sa planète. On voit d'autres qui ont l'air d'être plus heureux en le faisant, comme Jin. On voit d'autres flashbacks où on voit Beerus et Champa en train de détruire communément une planète. Cette planète, en fait, se situe à la frontière de l'univers 6 et 7. La planète natale de Beerus et Champa étant frères jumeaux, il y a une moitié de la planète se situant dans l'univers 7, une moitié dans l'univers 6, et d'ailleurs ce sont les seuls mortels sur cette planète-là, petite parenthèse, qui ont la possibilité au final de voyager d'un univers à l'autre, car leur planète se situe à la frontière, car sinon c'est impossible, sans le cube, un Kaioshin, un ange, on ne peut pas voyager, mais là c'est le seul cas possible, parce que c'est une frontière toute simple. Et donc communément, chacun, côte à côte, mais tu vois, à la frontière de chaque univers, en pleurent eux aussi, accompagnés de Whis et Vados, on fait péter leur planète natale, etc. Et du coup, suite à ce fort moment d'émotion, Gohan pose une question clé, il dit « Mais attends, les Akaishin ne sont pas forcés. On a proposé à mon propre père, on a proposé à Vegeta, etc. de devenir dieu de la destruction. Il y a Toppo de l'univers 11, j'ai cru comprendre, etc. Et pourtant, on leur a jamais parlé de ça, etc. Comment ça se fait? Et puis même, le poste de Akaishin, on peut l'accepter ou le refuser. » Et justement, Likir explique que le poste de dieu de la destruction aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus facile et de beaucoup plus accessible.
Déjà, une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est un petit peu en pénurie de jeux de la destruction par rapport à avant, du coup les critères sont un petit peu plus sympas. Et autre élément que Licker révèle, c'est que dans certains univers, il y a des Akaishin qui ont été forcés en fait, de gré ou de force, à devenir dieux de la destruction. Tout simplement parce que c'était eux qui correspondaient le mieux au poste, comme par exemple Beerus Champa, comme Kythera, et du coup on les a mis devant le fait accompli, c'était soit ça, soit il y aurait de mauvaises répercussions sur l'univers, ce genre de choses. On leur a mis la pression au final, donc ils ont été obligés d'accepter. Mais par contre, Licker révèle que voilà, il y a d'autres Akaishin qui sont un petit peu plus sanguinaires et qui n'ont même pas été obligés, il y avait le choix, ils auraient pu refuser, etc. Il y avait d'autres prétendants, mais comme par exemple Jin, que lui, vraiment, ça lui a posé aucun problème de tuer ses congénères. Et d'ailleurs, il est même expliqué que de toute façon, pour lui, pour Jin, sa race même sur sa planète sont une race cannibale qui s'entretue habituellement, donc ça l'a pas dérangé de faire ça, il est devenu Akaishin avec grand plaisir. Et il y en a d'autres, comme pour Ivan ou Licker, pour qui ça a vraiment déchiré le cœur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on en arrive à une situation de gros malaise, dans laquelle les Akaishin actuels voient à quel point ils ont galéré à l'époque, voient les sacrifices qu'ils ont dû faire, et voient aujourd'hui que les Akaishin, les dieux, les Zeno machin, font des politesses, font des manières aux mortels, leur proposent des postes de Akaishin à l'appel et à tout va. Et au final, ce changement de traitement de faveur, au final, déjà ça pose un gros problème. Un gros problème juste psychologique, vous le voyez à l'état mental de Kythera. Mais aussi, Gohan devient un petit peu le psychologue de la situation et se rend compte qu'au final, il y a une fausse rancœur qui existe envers les mortels, et il se rend compte qu'il y a 3 éléments qui sont pas bons dans cette situation-là. Déjà, la peur de se faire dépasser et remplacer par les nouveaux mortels comme... nouveaux mortels puissants et tout ça, comme Goku, Vegeta, Jiren, Toppo, Hit, tu m'as compris, Freezer, tout ça. Déjà, une non-volonté de par l'ancienne génération de se faire remplacer. Ça arrive dans la vraie vie, quand vous êtes au boulot, vous êtes un petit peu âgé, il y a le petit jeune qui arrive, il est performant, on n'a pas envie de se faire remplacer. Ça arrive partout. Le boulanger, je peux te citer tout et n'importe quoi. Il y a ça. Ensuite, deuxième chose, c'est le problème du traitement de faveur. Et ça arrive aussi dans la vraie vie, les devins. Si par exemple, moi je suis fils unique, mais je sais que si vous avez des frères et des sœurs, si votre frère ou votre sœur est mieux traité que vous l'avez été durant votre jeunesse il y a 10 ans en arrière, ça va faire remonter un certain traumatisme. Ça, c'est le deuxième point. Mais surtout, Gohan se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a une volonté un petit peu intériorisée et absorbée des Akaishin de vouloir faire changer les choses, et de vouloir montrer à Zeno que tous ces choix ne sont pas forcément bons, et qu'il y aurait une volonté d'exprimer un petit peu ce mécontentement-là. Du coup, ça, Gohan, ça l'intéresse. Et Gohan, on ne sait pas ce qu'il veut, et finit alors dans cette scène vraiment épique et émotionnelle à la fois par dire qu'il va falloir trouver une solution. Ivan et Licker sont un petit peu prêts à écouter Gohan, et à travailler avec lui en coopération, et du côté de Vegeta, de Jin et de Kythera, eh bien Jin s'adresse à Kythera et lui dit « Bon c'est bon, maintenant que t'as craché le morceau, viens m'aider à en finir avec ces mortels-là. Enfin, soit tu m'aides à en finir avec le Vegeta, soit tu vas tuer Goku, enfin fais quelque chose. » Et Kythera refuse littéralement. Il dit à Jin, pas d'aller se faire foutre, mais en tout cas il lui dit de se démerder tout seul, et Kythera se casse. Alors il boite un petit peu, etc. De toute façon il n'est pas vraiment en état de bouger, mais il se casse. On le voit dans la pénombre qui se casse, et on ne sait tout simplement pas ce qu'il va devenir, mais Jin est quand même bien déterminé à poursuivre et terminer son combat face à Vegeta. Ça reste quand même le sanguinaire de la bande. Pour au final les devins nous laisser sur une dernière scène de gros suspense. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans cet épisode-là, justement, de Piccolo sur Terre. Nous avons à peu près, je sais pas, moi je dirais 5-6 minutes dans ce double épisode, environ 40 minutes, qui sont consacrées à Piccolo. Vous savez qu'il y a eu la discussion interne entre Piccolo et Camille, etc. Et que Camille, à l'intérieur de Piccolo, s'était manifestée, chose qui était improbable. C'est pas logique que ça se passe comme ça, parce qu'ils avaient fusionné, mais Camille avait pris ses devants, etc. Et là, il a libéré la dernière partie de lui-même qui restait, et il y a eu une espèce d'émanation de ki ressemblant à du ki divin, et même Piccolo était devenu tout propre, tout soigné, tout ça. Et du coup, il y a cette forte émanation de ki blanchâtre et tout ça, mais Piccolo n'est pas bête. Piccolo fait partie des personnages les plus intelligents, et même si Ramushi félicite l'évolution de Piccolo, il lui dit « Putain, il n'y a pas que les Saiyans chez vous qui peuvent évoluer vers quelque chose de ressemblant à du divin. On ne sait pas vraiment ce qu'est cette forme de Piccolo, mais en tout cas, il y a une forme d'émanation de ki divin qui s'en émane de lui. On peut pas forcément parler de Namek God, et d'ailleurs, cette forme-là de Piccolo n'est pas forcément liée à sa race Namek, C'est plus lié au fait que Camille, de par son existence, sa vie, etc., a fait évoluer son ki vers quelque chose de divin, parce qu'il a été le dieu de la Terre, c'est tout. C'est pas Super Namek God ou je sais pas quoi. On n'est pas dans Super Dragon Ball Heroes, Mais voilà, comme je vous l'ai dit, Piccolo n'est pas bête, et un problème se pose, c'est que Piccolo sait déjà, en fait, il le comprend, que, ok, son augmentation de niveau est très belle, mais n'est pas suffisante. Et même s'il affiche un visage très serein, mais au fond de lui, il sait que ça ne va pas. Et du coup, Piccolo baisse la tête et regarde vers ses pieds. Et Ramushi commence à jubiler un petit peu plus, lui dit « Ah, finalement tu as compris, tu n'es pas si bête que ce que je croyais, tu es peut-être même le plus intelligent de cette bande-là, parce que tu as tout simplement compris qu'il fallait te rendre, et que même malgré ce petit joli power-up que tu viens d'avoir, ça ne suffirait pas face à moi. » Et les deux mêmes, pendant ce moment-là où Piccolo était la tête baissée, en fait, il n'avait pas abandonné, il était en train de réfléchir à comment trouver une solution, comment s'en sortir. Il était en train de penser
à utiliser ses capacités de régénération qu'il vient d'utiliser sur lui-même pour régénérer ses amis à côté. Mais au final, il s'est dit que ça ne mènerait à pas grand chose. Il pense à essayer de régénérer Boo pour que Boo puisse l'absorber à Piccolo et utiliser ses pouvoirs et se battre contre Ramushi. Il pense à tout ça, Piccolo. Mais il est beaucoup dans le doute, il se dit peut-être que le corps de Boo est tellement bizarre que j'arriverai même pas à le ramener. Et au final, les devins, nous avons une dernière altercation entre Piccolo à l'intérieur de lui-même avec Camille, donc avec Dieu de la Terre, qui lui dit « Espèce d'imbécile, n'as-tu pas compris ce que je voulais te faire comprendre par ma dernière phrase ?» Rappelez-vous que la dernière phrase de Camille, c'était de dire à Piccolo, et Piccolo lui avait dit « Oui, tu es Dieu, tu vois, je suis Dieu. » Il a cru que lui-même était Dieu. Et Camille lui répond « Oui, mais toi, tu n'es pas Dieu. Réfléchis un petit peu mieux et surtout fais-le très vite parce que ce n'est pas moi qui va t'apporter la réponse. » Et Camille s'efface pour de bon. Et à partir de ce moment-là, les devins, on a une scène tellement cool et qui promet pour le prochain épisode. Je vous le dis, pour le prochain épisode, on aura du combat de Piccolo face à Ramushi. Parce que tout simplement, Piccolo, il a la tête face au sol, donc il a la tête vachement ombragée. Et sa tête commence à devenir, comment dire, pas qu'elle fait peur, mais elle devient un petit peu stressante dans l'air de visage qu'il prend. Il a toujours l'émanation de ki blanchâtre autour de lui, mais en même temps et avec ce ki blanchâtre, commence à se mélanger du ki aux couleurs noires et un petit peu rouge. Piccolo relève la tête, tu vois, avec ses dents bien pointues, etc. Et il a un air, comment dire, je sais pas comment on va dire, un petit peu vicieux, tu vois ce que je veux dire, pas vicieux de perversité, vicieux, genre vicelard au combat, tu vois ce que je veux dire. Et il dit, après tout, c'est vrai que je fais partie du clan des démons. Et à partir de ce moment-là, Piccolo relève sa tête, et là, Ramushi est vraiment impressionné. Parce qu'il y a une émanation de ki beaucoup plus puissante de la part de Piccolo, il y a un mélange. C'est un cas jamais vu, où on a un mélange réel de ki divin à ki démoniaque. On a les deux dans une seule et même personne. Tout simplement parce que Camille s'est rapproché du poste de Dieu, il a été Dieu de la Terre pendant très longtemps, donc s'est rapproché du ki divin, et son prédécesseur, Piccolo Daimao, eh bien, faisait partie du clan des démons. Les êtres qu'il pondait là, comme Tambourine et tout ça, c'était des vrais démons, hein, c'était pas des Namek, c'était des démons. Et donc Piccolo a hérité de tout cela, par le biais du fait qu'il soit le descendant direct de Piccolo Daimao, et par la fusion avec Camille. Tout cela est réuni dans un seul corps et semble assez puissant pour faire frémir un petit peu le Ramushi en face de lui. Donc les devins, c'est vrai que nous aurons eu un double suspense sur Piccolo qui se ressemble beaucoup. Entre cet épisode-là et celui de la semaine dernière, j'en conviens. La promesse que je peux vous faire, c'est que pour la semaine prochaine, il y aura du Piccolo à l'action. Vous allez voir ce que ce Piccolo, God démoniaque, God Demon, enfin appelez-le comme vous voulez en zone commentaire, si vous trouvez un nom cool, dites-le moi, va faire face à Ramushi. C'est le seul espoir que nous avons actuellement sur Terre. Nous avons aussi à dénouer le combat de Vegeta Bushinika. La semaine prochaine, ça devrait bouger un petit peu plus aussi du côté de LS, Hydra et compagnie. Et bien sûr, avec en trame de fond, quelle sera l'évolution de tout ça et de l'histoire par rapport à Gohan. Du coup les devins, j'espère du fond du cœur et sincèrement que cette histoire vous a plu. Je vous avais dit qu'on arrivait vers la moitié de l'histoire et que des révélations sur révélations arriveraient. Beaucoup de choses sont encore prévues sur sur l'histoire, etc. Je peux pas en révéler trop, mais beaucoup de choses sont encore prévues. En tout cas, j'espère que la hype existe chez vous, hein. C'est quand même à vous de me le dire. C'est pas à moi de juger si la hype existe ou pas. C'est en toute humilité à vous que je m'en remets. En zone commentaire, je viendrai bien sûr vous lire, vous répondre un maximum, mais vous lire ça, vous pouvez être garanti que je vous lis tous à 100%. Merci, merci, merci infiniment de tout votre soutien. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.